Bonjour à tous, nous allons démarrer dans quelques secondes. Bien, bonjour à tous, bienvenue donc dans cette quatrième et dernière visioconférence du MOOC RH. Donc je vais co-animer avec Loïc qui a un petit peu de retard à cause des transports, donc il ne va pas tarder à nous rejoindre. Et donc comme pour chaque visioconférence, ce que je vous propose, c'est de commencer par faire un point sur le MOOC, les activités en cours, et vu qu'on arrive à la fin, sur les modalités de l'examen que vous aurez à passer la semaine prochaine. Alors, pour démarrer donc, comme d'habitude, je vous rappelle, cette visioconférence est enregistrée, vous pourrez la voir en replay, elle sera mise en ligne sur la plateforme du MOOC, et à droite de votre fenêtre, vous avez un live chat sur lequel vous pouvez nous envoyer vos questions pour qu'on puisse y répondre en direct, et vous pouvez aussi échanger entre vous. Vous l'avez probablement vu, ce matin, je vous ai envoyé une annonce qui vous permet de prendre connaissance des résultats du sondage auquel vous avez participé dans le premier module. Si vous vous en rappelez, donc la première semaine du MOOC, on vous proposait de répondre à un sondage pour avoir votre vision de la transformation digitale, de ses opportunités, des risques qu'elle générait, aussi bien pour l'entreprise que pour la fonction RH. On a remis le lien aussi sur la page d'accueil du MOOC, donc vous avez les principaux résultats qui sont présentés sur la base d'un petit peu plus de 2200 répondants. Et une analyse, on vous donnera une analyse plus approfondie et détaillée la semaine prochaine, non pardon, excusez-moi, début 2016. On va faire un petit point sur les modalités de réussite. Donc sur la page programme et intervenants, vous avez le texte que vous avez sous les yeux. Je vais juste prendre quelques secondes pour revenir sur certains points importants. Donc si vous avez choisi de faire le parcours classique, vous avez un quiz par semaine qui peut vous permettre d'obtenir à chaque fois jusqu'à 10 points. Et l'examen final de la semaine prochaine vous permettra d'obtenir jusqu'à 100 points. Pour avoir 70% de réussite, il vous faut donc un minimum de 98 points pour être certifié. Je vais faire une petite pause le temps que Loïc s'installe à côté de moi. Et sur le parcours avancé, donc là vous avez le même système avec les quiz et en plus les différentes activités du cas fil rouge qui peuvent vous permettre d'obtenir jusqu'à 20 points. Pour ceux qui font ces activités, l'évaluation par les pairs se termine aujourd'hui et donc les points seront attribués à partir de demain. Et pour la dernière activité, les points seront attribués la semaine prochaine. Donc vous pouvez obtenir un total maximum de 220 points et le minimum pour être certifié, donc à nouveau ce sera 70% des points, soit 154 points, et tout cela en tenant compte des éventuels points bonus que vous avez pu gagner en remplissant les différents questionnaires. Et je vous incite d'ailleurs fortement à vous rendre à la fin de ce module pour remplir le questionnaire de satisfaction finale qui vous permettra de nous faire part de vos retours sur l'ensemble du MOOC, sur ce qui vous a plu, ce que vous souhaiteriez voir si on redéploie des éditions en 2016, qu'est-ce que vous voudriez voir en plus, sur quelle thématique, quel type d'activité. N'hésitez vraiment pas à nous faire part de vos feedbacks. Et donc voilà, donc Loïc nous a rejoint. Donc Bonjour. Bienvenue Loïc. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Donc cette semaine, c'est Loïc que vous avez déjà dû voir en vidéo dans les ressources du MOOC, qui va revenir un petit peu sur la solution qu'il propose et les premiers retours d'expérience qu'il a avec les entreprises. Donc Loïc, ce que je te propose, c'est de te présenter, d'expliquer un petit peu pourquoi 365 talents est né et à quel besoin il répond aujourd'hui quand vous travaillez dans les entreprises. Ok. Du coup, pour commencer, je m'excuse de mon petit retard et je vous remercie d'être aussi nombreux ce matin malgré ça. Je rebondis directement sur ce que Pierre
vient d'indiquer. Du coup, je suis le cofondateur de 365 Talents. On est 3 associés cofondateurs de la société. On est la solution cloud de détection et de développement des talents temps réel. Et du coup, on aura l'occasion de revenir sur le temps réel. En tout cas, on s'adresse spécifiquement aux sociétés de services, banques, assurances et services en tant que tels, en transformation digitale. On les accompagne là-dedans parce qu'elles ont, ces entreprises-là, elles ont un enjeu qui est clé, qui est un enjeu de connaissance fine de leur patrimoine humain. Quand on est dans le service, c'est l'essentiel même de la production qui est constituée par le patrimoine humain. Et puis aussi un enjeu d'agilité et d'engagement des collaborateurs dans la durée, mais aussi au quotidien. Et du coup, c'est là-dessus, nous, finalement, qu'on s'est positionné. C'est la notion de temps réel, c'est la notion de quotidien. Ce qui fait notre particularité, en fait, c'est d'avoir développé une plateforme et une technologie qui permet, grâce aux collaborateurs, mais aussi à l'analyse de données internes et externes, mais en interne, des données autant RH que business, vraiment les données disponibles sur tous les outils digitaux du quotidien, d'être capable de cartographier dynamiquement les forces en présence dans une entreprise, dans une organisation, donc de construire pour chaque collaborateur une timeline professionnelle de toutes ces expériences réalisées au sein de l'entreprise, mais éventuellement en dehors. Et à partir de cette timeline, on est capable de réinventer, de réenchanter un petit peu la façon de développer les collaborateurs, puisque on favorise la transversalité, l'agilité, en donnant accès à cette information, cette timeline enrichie globale. Cette vue du patrimoine humain est partagée. Ensuite, on est capable aussi de mettre en place de l'évaluation temps réel permanente pour venir compléter les process RH traditionnels, parce qu'on est connecté à l'activité réelle des collaborateurs et à leurs interactions, c'est avec qui ils ont interagi, et eux savent avec qui ils ont interagi et peuvent donc se reposer sur les collègues avec lesquels ils ont travaillé sur un événement, une formation, un projet. Et puis enfin, on est capable de faire des suggestions d'axes de développement, que ce soit une mission à proposer, que ce soit une aide à fournir, une formation, un contenu, ou que ce soit un nouveau parcours, une mobilité à envisager pour le collaborateur. Donc on est sur une nouvelle approche du développement des talents qui n'est pas liée au processus RH traditionnel, mais qui vient la compléter, qui vient compléter ces process RH par une approche plus quotidienne et des données plus quotidiennes liées vraiment à l'activité, au business de l'entreprise. D'accord, merci pour cette présentation. Dans ta vidéo, tu commences par décrire les limites de la GPEC traditionnelle. Il y a encore aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont une GPEC qu'on pourrait qualifier de traditionnelle. Est-ce que tu peux revenir sur le constat que tu fais des limites qu'on a aujourd'hui dans les pratiques traditionnelles, mais aussi des formations RH qui présentent toujours la GPEC telle qu'elle est imaginée depuis plusieurs dizaines d'années? Oui. Alors, personnellement, moi, je n'ai pas le recul sur toutes ces dizaines d'années, parce que je suis encore assez jeune. Après, dans notre équipe, on a Mathieu qui a une formation RH, et puis on a un board qui est constitué de professionnels RH. Du coup, on a ce recul-là et on le partage avec eux. On le partage aussi avec nos interlocuteurs, nos clients. Ce qui ressort souvent, c'est que les process RH, notamment GPEC, ils sont complexes, ils sont lourds, ils mobilisent énormément de ressources, internes ou externes, des consultants. En général, c'est le métier des consultants RH que de travailler sur ça pour prendre du recul et pour apporter des inputs et éventuellement des inputs d'autres contextes. Donc ça mobilise beaucoup de ressources, c'est en général long à atterrir, et quand ça atterrit, c'est déjà obsolète. Alors, je grossis un peu le trait, mais c'est ce qu'on entend souvent quand on présente ça. En général, nos interlocuteurs acquiescent, qu'ils soient au développement RH, à la direction RH ou RRH. Et effectivement, ils ont le sentiment que avec cette approche-là, on n'est pas en phase avec l'agilité, la réalité plus dynamique, plus active des métiers, de l'activité des collaborateurs. Du coup, il y a ce décalage et on passe 18 mois à faire un projet qu'on met en place. On déploie sa GPEC, ça prend peut-être 6 mois supplémentaires. Et au bout des 6 mois, on se rend compte que finalement, ce n'est pas du tout en phase avec les activités des collaborateurs. Et du coup, ça ne satisfait pas tout le monde, ni les RH, ni les collaborateurs, ni le management. Et du coup, on recommence. Et donc, on est sur ces cycles de 24 mois où on est sans cesse en train de réinventer une GPEC, une carto, et d'essayer de figer un petit peu
des fiches de poste et d'associer les collaborateurs à ces fiches de poste. Ça marche pas. Ou alors ça marche à moitié, ou en tout cas ça marche pas assez. Et du coup, l'approche qui vise à dire il y a énormément d'informations disponibles dans les entreprises aujourd'hui. Les collaborateurs sont de plus en plus sollicités au sein de l'entreprise, mais sur leurs fonctions, mais aussi sur d'autres. On leur demande d'être agiles, transverses, on demande beaucoup aux collaborateurs. Mais finalement, si on ne capitalise pas sur ce qu'ils font même en dehors ou en complément de leur sacro-sainte fiche de poste, on perd beaucoup d'infos. Donc c'est là où nous, on a une vision qui est de dire il faut compléter les process de GPEC classiques, ils ont énormément de valeur, tout ce qui est prévisionnel, en tout cas aujourd'hui on le travaille encore plus avec du prédictif, avec ce genre de choses. Il faut compléter ça par une approche plus liée à l'activité réelle et quotidienne des collaborateurs pour venir enrichir une cartographie et pouvoir voir comment elle se déforme dans la durée. D'accord. Donc en gros, une des principales limites que tu cites, c'est celle qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup d'ouvrages sur la GPEC. Pour rappeler, un GPEC, ça signifie gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, où on explique qu'il faut partir d'une photo à un temps T d'une cartographie des compétences pour commencer à construire sa GPEC. Et ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, ce temps de construction, il est trop lent par rapport au temps d'évolution des compétences. Et en plus, cette photo est un petit peu trop restrictive par rapport à ce qu'il faudrait prendre en compte pour faire une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est ça. Et je dirais, alors ça tombe bien, c'est le sujet du MOOC, mais c'est le digital, c'est la technologie, ce sont les nouvelles technologies notamment qui permettent de repenser la façon qu'on avait de faire cette GPEC. Puisque pour passer d'une photo à plusieurs photos et éventuellement un film, il faut avoir la capacité à aller chercher de l'info et à la manipuler, l'exploiter en permanence au quotidien. Donc c'est grâce au digital qu'on peut réinventer ça. D'accord. Alors j'ai encore quelques questions et puis après je vois qu'il y a les premières personnes qui posent des questions, donc on va consacrer un peu la moitié du temps de cette visioconférence à revenir sur vos questions, donc n'hésitez pas. Tu évoques dans ta vidéo un sujet qui est intéressant et qui a interpellé un certain nombre de participants, qui est que certaines entreprises mettent fin à l'entretien annuel d'évaluation. Pour autant, dans plein d'entreprises, c'est un des principaux dispositifs d'échange avec les collaborateurs et les managers. Et puis en plus, là, on arrive dans les périodes où beaucoup d'entreprises mettent en place ça. Pourquoi est-ce que certaines entreprises vont jusqu'à le supprimer? C'est une bonne question. Pour tout dire, aujourd'hui, elles sont en train d'expérimenter cette suppression. D'accord. On a des retours, notamment on parlait d'une grande société de services américaine qui a un président français qui annonçait qu'ils arrêtaient les entretiens annuels. Ils sont en train d'expérimenter cette nouvelle façon de faire qui consiste à faire un point d'étape après chaque mission, éventuellement via un dispositif 360, mais en tout cas d'avoir en instantané, après chaque expérience, un retour, un feedback qui permet de construire le parcours des collaborateurs. En vérité, partout on entend que l'entretien annuel, il a une finalité et il a un très gros avantage, c'est un entretien. Et du coup, ça, jamais de la vie, et encore moins nous, parce que nous, on est dans les ressources humaines, on aime bien l'humain, on aime bien les rencontres, les échanges, et c'est la clé de tout ce qu'on peut faire. À aucun moment on dit qu'il faut annuler, il faut supprimer ces entretiens annuels, en tout cas dans ce qu'ils ont de plus humain, c'est-à-dire un entretien, un moment où les gens peuvent se poser, se projeter dans un cadre très défini et puis qui est récurrent. Donc on sait où on met les pieds, on en profite, on prend le temps de faire les choses. S'il est fait dans ces conditions-là, c'est pas toujours le cas. Ouais. Du coup, l'approche de ces innovateurs de l'évaluation des collaborateurs, de la mesure de la performance, on a parlé d'Accenture, GE, Deloitte, puis il y en a de plus en plus. C'est plutôt de dire, je pense en tout cas qu'ils vont garder l'entretien annuel, mais qu'ils vont le compléter avec autre chose. Et cette autre chose, c'est ce feedback temps réel qui est lié dans ces sociétés de services directement à leur business. En fait, c'est assez logique. Hein. Ce sont des sociétés de services, ils fonctionnent en mode mission. La production, la productivité, l'efficacité donc d'un collaborateur, elle se mesure à l'échelle d'une mission. C'est très spécifique à leur service, à leur secteur.
nous, on s'adresse aussi à ce secteur en priorité. En tout cas, c'est un secteur important pour nous. Je ne pense pas que l'entretien annuel disparaisse, mais en tout cas, il va être complété par d'autres choses. Mais ça en symbolise ses limites, le fait que certaines envisagent de le supprimer, c'est parce qu'il est parfois vu comme trop réducteur ou un seul... souvent, quand on échange avec les managers, quand on leur pose des questions sur leur rôle RH, c'est un des 3 sujets principaux qui reviennent. Ça, je fais l'entretien annuel, sauf qu'effectivement, c'est une fois par an, sur des sujets qui sont définis. Dans certaines entreprises, il y a en plus des politiques qui vont dire on ne va pas parler de certains sujets dans l'entretien annuel qui doivent être traités dans le cadre d'autres entretiens. Aujourd'hui, il y a l'entretien professionnel qui arrive, qui doivent être passés avant, au plus tard, c'est en mars 2016, donc ça arrive bientôt. Là, il y a plein d'entreprises qui ont soit décidé de fusionner les 2 entretiens pour n'en faire qu'un. C'est à l'opposé peut-être de la tendance qu'on est en train de décrire sur non, c'est trop ponctuel pour échanger. C'est aussi un lieu où on donne de la reconnaissance. Mais c'est une nécessité. Encore une fois, je pense que dans entretien annuel ou entretien pro ou entretien de carrière, il y a entretien. Et du coup, ça, c'est important de l'entretenir. Alors, tu expliques qu'aujourd'hui, il faut analyser un petit peu en temps réel de nombreuses activités. Est-ce que tu peux donner un petit peu plus de détails pour être concret sur comment on analyse ça, ou quand quelqu'un envoie un mail ou discute sur un réseau social ou envoie un projet, comment concrètement, qu'est-ce qu'on va chercher et qu'est-ce qui va être utile demain au RH? Alors, tu parles du mail. Aujourd'hui, nous, on ne s'intéresse pas au mail. D'accord. Le mail, on peut-être qu'un jour on le fera, mais aujourd'hui, le mail, c'est vraiment la propriété du collaborateur. Je sais qu'il y a eu des projets qui ont visé un jour à dire on va miner ce qui se passe dans nos mails. Ça ne plaît à personne et c'est bien légitime, même si Google ne s'empêche pas de lire tous nos mails toute la journée et de nous pousser des pubs en fonction. Mais ça, voilà, pour nous, c'est pas aujourd'hui un sujet. En revanche, ce qui nous intéresse sont les nouveaux outils qui viennent parfois compléter ou remplacer l'email. Et si je prends l'exemple du réseau social, c'est d'être capable d'identifier le contrôleur de gestion qui s'exprime régulièrement, qui participe à une communauté Big Data sur son réseau social d'entreprise. À part sa communauté Big Data, personne ne sait qu'il est sa chance sur ce périmètre-là. Personne ne capitalise donc sur cette connaissance. D'accord. Ni son management, sauf si on a parlé à proximité, et en tout cas pas les ressources humaines. Donc l'idée, c'est de pouvoir associer cette compétence-là, ce savoir, cette expertise au profil du contrôleur de gestion pour finalement étoffer son profil professionnel avec cet aspect-là. C'est lui qui va avoir la main, on va lui suggérer. Nous, on a un moteur de notification qui fait qu'une fois qu'on détecte, qu'on utilise la science pour détecter des compétences, des talents, de l'information, on va demander au collaborateur si c'est une info qui est juste pertinente et s'il a envie de la partager, de la mettre en valeur. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est le collaborateur qui, sur l'outil de gestion de projet, par exemple dans la direction informatique, qui travaille sur un logiciel qui s'appelle Jira, par exemple, qui permet de gérer des sprints de développement sur certaines technologies avec différents process, le développement, les tests unitaires, puis globaux, puis le déploiement avec des itérations. Sur cette plateforme, le collaborateur il va interagir avec d'autres sur ce projet-là. Ce qui est intéressant, c'est de regrouper ces collaborateurs, de savoir qu'ils ont interagi à ce moment-là. Et donc, au moment de, par exemple, lancer une évaluation 360, et bien pouvoir la déclencher automatiquement quand le projet se termine, et sans avoir à identifier, imaginer avec qui le collaborateur a pu interagir, parce que dans tous les cas, il y aurait des biais, puisque là, on a cette info de collectif qui est issue des recoupements qu'on peut faire sur les données sur cette plateforme de gestion de projet. D'accord. Donc, une des finalités, et avant même de parler de finalité, pour que l'entreprise puisse analyser tous ces éléments, il faut déjà qu'il y ait une digitalisation des méthodes de travail et des outils pour que ces informations remontent, ces data, et qu'on puisse derrière s'en servir à des fins d'évaluation, à des fins de collaboration, etc. Du coup, il y a effectivement un axe très digital, hein, c'est pour ça que
C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, je pense. Et du coup, il y a une question, je ne sais pas si on peut prendre les questions. Ah oui, mais il y a une personne qui nous dit que toute l'activité ou l'expérience n'est pas forcément détectable ou visible sur le digital. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un biais qui consisterait à ne s'intéresser qu'à ses compétences digitales et à oublier les autres? C'est vrai, je suis d'accord avec ce point. Tout le monde n'a pas une activité digitale. En revanche, c'est de moins en moins vrai. On a quand même de plus en plus d'activités digitales dans toute entreprise qui est en train d'opérer sa transformation. Il y a des process qui étaient papier, qui deviennent numériques. Il y a des activités qui étaient guichets, qui deviennent web, avec la relation client qui se fait à distance. Donc il y a quand même une transformation des métiers. On va vers plus de digital. Malgré ça, il y aura toujours des gens qui seront moins digitaux que d'autres. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que si on s'intéresse à l'usage des différents outils, aux pratiques digitales dans l'entreprise, on est capable, au-delà du profil professionnel digital d'un collaborateur, de prendre un peu le pouls et de détecter, mesurer un peu le taux de digitalisation d'une entreprise. Et si on suit ça dans le temps, on peut voir comment des compétences ou des usages digitaux d'une entité, au bout de quelques mois ou quelques années, vont se retrouver s'aimer et éparpillés dans l'organisation. Ça rejoint un peu la GPEC, si on arrive à voir ça, en basant sur effectivement la détection d'usage et de maîtrise d'outils ou de pratiques digitales vers lesquelles tout le monde est un peu amené à aller finalement. Oui, donc c'est un levier supplémentaire et de toute manière, comme tu le disais au début, complémentaire. Tout à fait. Ça ne va pas remplacer la GPEC telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est juste de nouvelles sources d'informations et de nouvelles opportunités. Exactement. Nous, on aime bien dire que, alors il y a la notion de capital humain. Après, c'est des débats d'experts, mais il y a la notion de patrimoine humain. Et en fait, dans patrimoine, il y a les forces en présence, individuelles et collectives, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, les expériences. Et puis finalement, si on regarde le collectif, il y a aussi la culture d'entreprise, les modes de collaboration, et donc le niveau de digitalisation, le niveau de transversalité. Ça, c'est des choses qu'on arrive à mesurer et qui permettent de piloter une transformation d'entreprise, notamment en digital. D'accord. Alors également, dans ta vidéo, tu évoques un certain nombre de termes sur l'évolution de l'apprentissage. Tu parles de crowd learning. Est-ce que c'est un terme que tu pourrais détailler un petit peu pour illustrer concrètement ce qu'il y a derrière? Pour nous, le crowd learning, c'est un peu un équivalent du social learning. En tout cas, c'est de dire que la base de connaissances, elle est construite collectivement. Et c'est pas un contenu imaginé par un sachant qui est diffusé à tout le monde. C'est plutôt l'expertise, la connaissance de chacun qui peut s'exprimer de différentes formes, de différentes façons et qui est mise à disposition de tout le monde et en tout temps. C'est ça aussi la clé. Donc c'est cette mise en relation directe entre ce qui est produit ou disponible. Ici, quand on parle de crowd, c'est par la communauté. Et les besoins en termes de formation ou d'apprentissage qu'on peut mettre en relation. Donc on favorise la montée en compétences des collaborateurs, mais presque de manière automatique, où on est loin d'un projet de formation spécifique qui va répondre à un besoin de montée en compétences. Là, c'est pour qu'il y ait, je ne trouve pas le terme, c'est pour ça que je dis automatique, mais oui, que ça se fasse naturellement dans l'exercice du travail. Exact. Et encore une fois, c'est complémentaire. Dans tous les cas, si l'entreprise estime qu'elle a besoin de monter en compétences globalement sur un sujet, elle va monter un plan de formation sur ce sujet-là, sur cette expertise, et elle va faire monter tout le monde sur ce plan de formation-là, sur ce sujet. Ça, c'est une évidence. Si l'entreprise, pour sa stratégie, a besoin de se réinventer et de changer des choses en interne, doit passer par les femmes et les hommes, par les salariés. Et du coup, il faut qu'ils puissent suivre cette tendance insufflée par l'entreprise. En revanche, ça n'empêche qu'au quotidien, chaque individu ou chaque équipe a besoin de monter en compétences pour réaliser ses tâches, ses activités et pour pouvoir progresser. Et du coup, il y a un besoin d'alimentation en contenu, en apprentissage, qui est plus business, qui est plus lié aux activités et qui est plus finalement individualisé. D'accord, donc on optimise l'intégration de l'apprentissage dans le travail quotidien. Oui, exact. C'est plus formalisé.
D'accord. Alors parmi les autres questions, il y a Richard qui demande si le Real-Time People Development pourrait être étendu aux anciens collaborateurs afin d'être en veille sur l'évolution de leurs compétences et le cas échéant, les réembaucher dans l'entreprise. Ça serait bien. C'est vrai que ça serait bien. La difficulté ici, c'est qu'on est vraiment sur en tout cas nous, quand on déploie notre solution, on est sur un contexte d'entreprise donné. Typiquement, c'est à opposer aux réseaux sociaux professionnels sur lesquels les collaborateurs, enfin les individus, les professionnels peuvent mettre en avant des expertises, des expériences, faire du personal branding en dehors, en général c'est en dehors, parce qu'il n'y a pas de lien, en dehors de leur entreprise, et sans contrôle et sans connexion réelle avec leurs activités dans l'entreprise. Si il y a de la valeur à capitaliser mieux sur les données au sein de l'entreprise et sur les parcours des collaborateurs au sein de l'entreprise, c'est justement parce que c'est entre guillemets, c'est un vase clos dans lequel chacun va pouvoir finalement contextualiser ses apprentissages, contextualiser son acquisition de compétences, contextualiser une suggestion de compétences sur un collègue, puisqu'ils ont participé ensemble au même projet, contextualiser une recommandation faite sur une compétence auprès d'un formateur avec lequel on a interagi, parce que la formation effectivement est de qualité. On est vraiment dans cet univers interne. Si on commence à ouvrir, que ce soit en amont pour faire du recrutement ou autre, parce qu'on pourrait imaginer qu'on arrive à avoir ces profils enrichis de collaborateurs à l'extérieur, mais ça ne serait pas contextualisé, ce serait LinkedIn, et LinkedIn sert à ça. Et si on s'intéresse aux anciens salariés, ben finalement, ils retombent dans le marché du travail, en tout cas d'un point de vue interne, ils sont en dehors, et du coup, on manquerait aussi de contexte. Après, il y a des logiques aujourd'hui, notamment du compte personnel de formation, où d'une entreprise à l'autre, on va pouvoir garder cette trace-là. Donc, nous, on imagine aussi que notre timeline professionnelle enrichie en temps réel, elle puisse accompagner le collaborateur, qu'il ait son petite carte d'identité professionnelle qui le suive tout au long de sa carrière. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. D'accord. Au final, tu cites l'exemple de LinkedIn. C'est vrai que, alors on en a parlé dans chaque module de ce MOOC. Là aussi, il a son importance puisque l'évolution de LinkedIn, au début, on avait un réseau et puis après, on enrichissait plus son profil de toutes ses premières formations initiales, ses diplômes et ses expériences. Rapidement, ils ont rajouté la formation continue et depuis, c'est à peu près un an, on voit maintenant, on peut témoigner du fait qu'on a travaillé sur un projet spécifique, de rajouter des interlocuteurs qui sont hors de l'entreprise à ce projet. Oui. Ça va assez loin, ce qui fait que d'ailleurs, il y en a plusieurs qui font l'analyse qu'aujourd'hui, LinkedIn possède plus d'informations sur les compétences de collaborateurs d'une entreprise que le propre SIRH ou autre outil de cette entreprise. Les données sont plus riches à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui traduit du fait que déjà les collaborateurs, ça a été un point important évoqué dans plusieurs vidéos, il faut les solliciter pour qu'eux-mêmes témoignent des compétences qu'ils ont. On ne peut pas se contenter du CV et puis des formations qu'ils ont suivies. Oui. Il faut vraiment les solliciter là-dessus. Ils sont les mieux placés pour connaître les compétences qu'ils ont et le niveau. Et puis surtout, quand on voit qu'ils le font sur des réseaux sociaux externes et que c'est de l'information qui est extrêmement précieuse pour l'entreprise. Oui. Elle est précieuse, mais elle est limitée parce qu'on n'est pas dans le contexte de l'entreprise et ça change tout. Ouais. On a tendance à enjoliver ou en tout cas pas ancrer dans la réalité ce qu'on va mettre sur LinkedIn, sur son profil ou sur celui des autres. Moi, avant-hier, on m'a recommandé une compétence en cuisine méditerranéenne. C'est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai vraiment travaillé, qui m'a recommandé ça, mais je n'ai jamais parlé de salade tomate feta avec cette personne. Du coup, c'est très étonnant et en fait, c'est symptomatique du fait que des limites. Il n'y a pas de contexte. Donc, c'est intéressant d'utiliser ces données si on peut. Ce sont des plateformes en général assez ouvertes, il y a des API, donc nous par exemple on peut aller connecter et récupérer les données pour pré-remplir, c'est plutôt pour faciliter l'appropriation d'un outil interne par un collaborateur. Il faut que les patterns, que l'UX, enfin, l'expérience utilisateur soit simple et donc il faut que les interfaces ressemblent à ce qu'il a l'habitude d'utiliser et qu'il puisse sourcer des données en un clic à partir de différentes sources. Donc utiliser LinkedIn, les données LinkedIn c'est clé.
Et ça permet d'enrichir, effectivement, de reporter la connaissance du capital humain qui est à l'extérieur, qui est biaisé parce que non contextualisé, en une meilleure connaissance du capital humain interne parce qu'il y a du contexte. D'accord. Alors, il y a Richard qui pose une question sur la détection du taux de digitalisation de l'entreprise. Peut-elle être corrélée avec le taux de digitalisation des collaborateurs? Alors, oui. Enfin, après, je pense que c'est ouvert à la discussion. Ouais. Nous, pour consolider un niveau global de taux de digitalisation d'entreprise, il faut qu'on perçoive le niveau de digitalisation individuel. C'est plutôt bottom-up pour construire cet indicateur. Sachant qu'il y a, dans la notion de taux de digitalisation, il y a certainement des choses qui sortent même du périmètre RH, je pense. Si on s'intéresse au marketing, à la relation client, il doit y avoir des indicateurs de digitalisation de la relation client. Est-ce qu'on est plutôt boutique, téléphone, face à face? Est-ce qu'on est plutôt sur les canaux digitaux, sur le web, sur le mobile? Donc, tout ça définit, je pense, alors si on prend les individus, le taux de digitalisation de chacun, plus la digitalisation des différentes fonctions en tant que telles, tout ça définit le niveau de digital de l'entreprise. Du coup, c'est une notion assez peu palpable finalement, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'ancrer sur des indicateurs très précis. Et dans le domaine RH, finalement, le meilleur exemple de l'ADN digital d'une entreprise, c'est les compétences détenues par les collaborateurs dans ce domaine-là. D'accord. Autre demande, c'est intéressant, est-ce qu'on peut aller jusqu'à géolocaliser les talents? À l'ère du collaborateur connecté, je crois que certains chercheurs s'intéressent chercheurs et industriels d'ailleurs, s'intéressent à utiliser les objets connectés pour pouvoir géographiquement et même instantanément identifier la position d'un collaborateur. Pour remplacer la badgeuse, grosso modo. Hein, donc après, il y a des questions d'éthique, de Big Brother ou pas, est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire. Donc, géolocaliser à l'instant T, précisément dans une usine, sur un plancher, dans un magasin ou dans un espace, un open space, techniquement, ça doit être possible. Après, il faut voir à quoi ça sert et si c'est éthiquement raisonnable. Après, géolocaliser, géographiquement dire les collaborateurs qui ont plutôt telle compétence sont plutôt dans telle entité et sur tel territoire, ça, oui. Nous, quand on parle de cartographie de compétences, on a notamment une vue carte qui permet de dire dans un groupe international, bah, voilà où sont nos compétences data. Elles sont à Singapour, à Hong Kong, à Taïwan et un petit peu au Chili. C'est une notion intéressante. Mais pas aussi précis que la géolocalisation, comme ce qui se fait d'ailleurs en dehors de l'entreprise, de s'intéresser à ce qui se passe sur son bassin d'emploi pour voir s'il manque des compétences sur un sujet dont on va avoir besoin. C'est intéressant d'avoir cette vue de cartographie. Après, si on prend le sens précis de géolocaliser, tu as très bien répondu à la question. Sachant qu'on est quand même dans une ère où les collaborateurs, les individus, aiment bien eux-mêmes se monitorer. On parle du quantified self, on porte un bracelet ou une montre ou une appli, connecté à une appli iPhone, des baskets connectées pour mesurer un peu sa performance dans la vie, en termes de perte de calories, de kilomètres parcourus, de perte de poids, de qualité du sommeil. Donc, les individus, en dehors de l'entreprise, ont cette volonté-là de faire un peu du quantified self et de l'augmented self, s'améliorer en continu. Peut-être qu'un jour, et je pense qu'il n'est pas si loin que ça, les collaborateurs auront la même approche et ce sera un peu le quantified self professionnel, être toujours en mesure de sa performance, de son efficacité, et ça peut passer par des outils, type bracelet ou autre. Et comme d'ailleurs beaucoup de sujets, là c'est un petit peu compliqué à imaginer. En même temps, toutes les tendances précédentes à celles que tu décris, qui ont impacté les usages de Monsieur Tout-le-Monde, ont donc impacté la manière de travailler des gens, et derrière l'entreprise a dû en tenir compte. Beaucoup d'outils sont pensés pour ça, pour que tu le formulais bien tout à l'heure, que le collaborateur puisse retrouver un univers qui lui est familier par rapport à son univers personnel, notamment dans ses pratiques digitales, ce qui fait que beaucoup d'outils aujourd'hui, les réseaux sociaux d'entreprise, ressemblent trait pour trait aux réseaux sociaux qui sont utilisés à titre personnel comme Facebook ou autre. Donc
On pourrait faire cette Tout à hypothèse. fait. Sachant que Facebook même propose maintenant un réseau social d'entreprise qui est Facebook at Work, qui est en train de se diffuser un petit peu, mais en tout cas qui restera un réseau social d'entreprise, ça ne sera pas nécessairement un outil RH, sauf si 365 talents s'en empare. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions. Christ qui demande comment est-ce que vous traitez l'aspect info et liberté et avec quelle transparence l'analyse des données personnelles du collaborateur, surtout sur son activité en dehors de l'entreprise. Alors, chez 365 talents, dans notre posture, dans notre vision, c'est le collaborateur qui a la main sur toutes ces données. Donc, c'est lui qui va pouvoir dire « je veux connecter d'autres sources d'infos », interne ou externe, mon profil LinkedIn par exemple, mon activité sur le réseau social, mon compte sur le CRM de l'entreprise sur lequel je rentre des leads et j'interagis avec sur des contacts et je crée du business et ça c'est intéressant de le monitorer. Du coup c'est le collaborateur qui est le maître de toute cette information. Ensuite, une fois qu'il valide les infos qu'il a envie de diffuser, alors là il les met à disposition. Et ensuite, il y a des règles, donc ça peut être à l'ensemble de la communauté si c'est la politique de l'entreprise, ou alors juste aux ressources humaines ou au management. Donc c'est lui qui garde la main. Si dans la politique de l'entreprise aussi, il y a une volonté d'aller ou de proposer aux collaborateurs de mettre en avant des compétences ou des expériences qui sont hors périmètre de l'entreprise, donc une expérience associative, sportive, politique, enfin je ne sais. Encore une fois, c'est le collaborateur qui va pouvoir, selon ce qu'il a envie de mettre en avant, alimenter la plateforme avec ces infos-là. En aucun cas, en tout cas, c'est l'entreprise qui, de façon autoritaire, va aller lire des données qui correspondent aux collaborateurs en dehors sur ces autres outils, même en interne, sans que le collaborateur en soit informé et qu'il puisse créer un filtre sur ces infos-là. Mais parce que derrière cette question, il y a une question, il y a déjà des débats là-dessus. Si on prend au sens large la gestion des compétences, avec la richesse de l'information qui remonte du fait des pratiques digitales des collaborateurs, de la digitalisation des méthodes de travail, l'entreprise a beaucoup plus d'informations qu'elle peut exploiter. Là, ici, on parle de pas mal d'opportunités qui pourraient se présenter en exploitant ces informations pour améliorer la performance de l'entreprise, le bien-être des collaborateurs, tout un tas de sujets. Mais jusqu'où l'entreprise peut aller avec toutes ces informations, tout en respectant déjà les droits fondamentaux des collaborateurs et en informant, parce que l'entreprise peut faire... Là, le collaborateur donne et choisit à cette liberté. Il y a tout plein d'outils où, même s'il y a des obligations d'information de la part de l'entreprise qui sont très importantes et qui sont souvent vues avec les représentants du personnel, quand on met en place un nouvel outil informatique, par exemple, le salarié, on peut partir du principe qu'il y a plein de sujets qu'il ignore sur ce que l'entreprise va faire de telle ou telle information. Donc là, on a un vrai sujet sur lequel il faut faire preuve de transparence. Sinon, ça va être contre-productif parce que si on commence à considérer que Big Brother, c'est sa propre entreprise, sur son propre profil, sa propre évolution, les initiatives sur lesquelles on compte du fait que le collaborateur donne lui-même de l'information vont être freinées et tout le monde sera perdant. C'est vrai. C'est vrai. Après, il n'empêche qu'au sein de la fonction RH, du coup, je pense que c'est une majorité de nos spectateurs aujourd'hui, il faut avoir la possibilité d'utiliser des données, quitte à ce qu'elles se soient anonymisées, mais pour pouvoir mesurer, pour pouvoir prendre le pouls, et on parlait de digitalisation, de transversalité et autres, pour pouvoir un peu capter au quotidien ce qui se trame au sein du patrimoine humain de l'entreprise. Ce qui émerge, les tendances, les nouvelles façons de travailler. Donc, dans tous les cas, il faut permettre de façon éventuellement anonyme à la fonction RH de capitaliser sur toutes ces infos. Ouais, même si le collaborateur reste au cœur de l'info qui le concerne lui individuellement. C'est une des principales solutions et dans les différents domaines, dans le recrutement aussi, pour analyser
les tendances des recrutements qui réussissent ou pas dans une entreprise, c'est anonymisé. Sur la formation, dès qu'on a des formations qui se font entièrement en ligne, nous aussi on a souvent ces questions-là, pour voir les tendances de ce qui fonctionne ou pas, y compris dans le cadre d'un projet intra-entreprise. C'est plus sur la base de données qui sont anonymisées. De toute manière, c'est pas important de savoir qui est associé à telle ou telle donnée, c'est plus de voir les tendances qui s'en dégagent. Alors, on a une question de Richard qui note bien le principe de l'endorsement skills. Alors, les recommandations. Les recommandations. En interne, peut-on faire matcher celui sur 365 talents avec LinkedIn? Tu avais commencé à répondre à la question, c'est le cas aujourd'hui? Alors, en tout cas, collecter de l'info de LinkedIn, oui. Nous, en interne, comme on contextualise toutes ces interactions, une recommandation LinkedIn n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, on ne va pas récupérer les recommandations. Le collaborateur ne récupère pas ses recommandations LinkedIn. Par contre, dans l'autre sens, peut-être qu'un jour, la valeur que nous, on arrive à créer parce qu'on recommande des compétences de façon contextualisée dans une entreprise, pourrait se retrouver comme un input à une recommandation LinkedIn avec un poids, une pondération supérieure. La notion de pondération dans l'ensemble, elle prête à réflexion. Donc, pour savoir si la loi des grands nombres est suffisante, est-ce que quelqu'un qui a suffisamment de likes sur sa compétence, ça veut dire nécessairement qu'il est compétent? Oui ou non, enfin, on peut avoir un avis divers. Je pense que si une personne a 100 personnes qui l'ont recommandé sur une compétence en community management, soit il a des gens qui l'aiment beaucoup, soit il a effectivement 100 personnes qui ont constaté qu'il avait ce petit quelque chose, quoi. Donc, je pense que la loi des grands nombres, elle a du sens. Sur LinkedIn, c'est un gros réseau, donc ça prend du sens, même s'il n'y a pas de contexte. Dans une entreprise, on a souvent des échelles d'évaluation, et donc il y a une notion de pondération, voire est-ce qu'une recommandation de quelqu'un qui a lui-même cette compétence, ou qui est plus sachant, ou qui a un statut d'expert reconnu, a plus de poids que celle d'un coéquipier sur un projet ou autre. Il y a beaucoup de réflexions. On travaille avec notamment une école RH sur le sujet pour voir comment on peut adapter le social feedback ou la social recognition au contexte de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est pas forcément des données qui sont toujours fiables, et donc il faut se en tenir aux tendances que ça donne pour pouvoir prendre des décisions ou faire pencher la balance quand on hésite sur certains sujets. Oui. Ça reflète des tendances, donc ce sont des indicateurs à prendre en compte, mais pas aller jusqu'à un niveau de précision de dire ok, là c'est sûr que il faut le définir, mais ça se conçoit. Il n'y a pas une règle qui s'appliquera partout, si ce n'est la règle des grands nombres de LinkedIn, mais qui n'est pas contextualisée, du coup qui perd un peu de son intérêt. Et alors là, au final, on parle pas mal d'analyse, de chiffres dans les entreprises avec lesquelles tu travailles. Est-ce que ce sont essentiellement les services RH qui se cantonnent à cette analyse-là, parce que c'est presque un nouveau métier? On parlait beaucoup de data analyst, de data scientist. Est-ce que là, il y a des HR, data analyst ou data scientist? Est-ce qu'ils associent d'autres compétences externes au service RH, ou est-ce que là, c'est le rôle de celui qui accompagne d'apporter l'analyse pour qu'elle soit vulgarisée, traduite, et qu'après le service RH se cantonne des indicateurs qui sont remontés? Alors, nos interlocuteurs aujourd'hui, ils sont plutôt 100% RH. Oui. Après, dans la fonction RH, traditionnellement, souvent, il y a eu une fonction audit, alors c'est audit social, contrôle de gestion sociale, qui était déjà dans l'analytique, plutôt sur tout ce qui était rémunération, masse salariale, et voilà, mais qui a des compétences en traitement de données, un peu structurées. Là, on est en train de changer de scope, mais du coup, il y a cette fonction-là qui peut-être élargit son périmètre pour être plus sur la data. Après, comme ce ne sont pas nos interlocuteurs numéro 1, il y a un travail à faire dans l'évangélisation de nos interlocuteurs, l'interprétation des données qui doit être faite, et du coup, nous, la techno, c'est nous qui la maîtrisons. On maîtrise l'interface, l'UX, l'expérience utilisateur, pour que ce soit intelligible par les collaborateurs, la fonction RH, qui ne sont pas des professionnels de la data, en tout cas pas aujourd'hui, et qui ne le seront peut-être jamais. Mais... D'accord, oui, c'est une question de est-ce que c'est leur métier ou non, mais tu cites l'exemple des contrôleurs de gestion RH ou contrôleurs de gestion sociale. C'est vrai qu'ils ont déjà
des compétences, puisqu'on parle d'aller souvent chercher une certaine compétence face à un nouveau métier ou de nouvelles manières de procéder, ça fait partie des personnes qui pourraient être sollicitées pour intervenir sur l'analyse de ces nouvelles données qui remontent. Alors Jean-Luc nous dit qu'il existe des intelligences différentes selon les collaborateurs, audio, visuel, kinesthésique. Comment les prenez-vous en compte? Ça pose la question de la définition de compétences et donc de catégories de compétences ou d'intelligence, puisque si on parle de différentes formes d'intelligence. Évidemment, on ne peut pas, avec des solutions notamment digitales, on ne peut pas tout capter. À l'heure où on se parle, enfin, en 2015, bientôt 2016, on n'est pas capable de tout capter, sinon on serait vraiment dans un monde robotisé. Donc, les compétences les plus humaines, au sens, on va dire, posture ou compétences ou intelligence émotionnelle, relationnelle, on peut prendre l'exemple, l'empathie, l'écoute, sont des choses qu'on va pas aujourd'hui pouvoir détecter. C'est pour ça qu'on ne remplace pas aujourd'hui ce qui existe. Il y a plein de solutions qui sont bâties exprès pour pouvoir mesurer ces choses-là, des solutions d'évaluation avec des questionnaires très précis, voire des expertises externes, des consultants spécialisés là-dedans, pour faire émerger ce type de compétences, en tout cas pour les détecter. Aujourd'hui, sur une solution techno comme la nôtre, on ne sait pas faire. Voilà, en toute transparence, on ne peut pas tout faire. Peut-être qu'un jour, ce sera possible, quand l'entreprise sera encore plus digitale et que des relations, des émotions pourront passer sur des outils, alors on pourra effectivement mesurer par rapport au langage d'un collaborateur qu'il est plutôt empathique ou plutôt, en tout cas qu'il a un écrit plutôt doux, plutôt agressif, il y aura des choses peut-être qu'on pourra mesurer, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Oui, bah c'est moins tangible, c'est plus difficile. C'est vrai que là on parle, dès qu'on parle d'analyse digitale des compétences, on est vraiment sur des compétences mesurables. Pour autant, la question est logique, puisqu'on l'a dit depuis le début du MOOC, les collaborateurs comme les RH ont aujourd'hui encore plus besoin de ces compétences qu'on appelle aussi soft skills, dans un monde qui change vite du fait de la transformation digitale des entreprises. Et donc ces compétences prennent encore plus d'importance. Il ne faut pas considérer qu'elles n'en avaient pas avant, hein, bien évidemment, mais prennent encore plus. Pour autant, là, il faut se contenter des solutions qui existent aujourd'hui pour soit les développer, soit les identifier et pouvoir en tenir compte dans sa GPEC de manière plus globale. Sachant qu'il existe quand même certaines compétences relationnelles qu'on arrive à capter. Par exemple, sur un réseau social, on est capable d'identifier les interactions qui ont eu lieu entre différents collaborateurs et on arrive à faire une carte des collaborateurs qui étaient au nœud de différentes discussions. Et donc ces collaborateurs-là, ils ont soit par leur rôle managérial, soit par finalement leur activité, ils ont cette capacité à être au cœur de différents sujets. Donc ce sont certainement des gens sur lesquels il est bon de s'appuyer pour communiquer, pour relayer de l'info, pour avoir un ambassadeur. Et ça, c'est l'analyse des données du quotidien, du business qui permet de le déterminer. Oui, on peut aussi voir à la marge d'autres exemples. Ce qu'on peut voir, nous, on le voit sur des formations, sur ceux qui prennent des initiatives, qui font preuve de créativité, qui font partie de ces compétences, ou même si c'est qu'un début, sur le leadership, quelqu'un qui se manifeste sur des espaces de discussion, qui lance un projet, qui associe différentes personnes, et tout ça de manière à la base informelle. Là, vu qu'il l'a formalisé dans un outil digital, on peut avoir encore des indicateurs qui pourraient confirmer qu'il a un leadership plus développé. Exactement. Irina demande comment est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur Innership et comment marche en réalité leur plateforme. Tu en as parlé d'Innership ou pas? Non. Non. Bon, alors moi je sais pas ce que c'est. On peut regarder sur Google. Je te laisse regarder pendant que je prends une autre question. Donc Cédric demande si la fonction RH en tant que telle ne va-t-elle pas disparaître et muter en complément des fonctions managériales où les managers seront les recruteurs, etc. Alors là, c'est une vraie question qui date déjà d'il y a longtemps. Pour vous donner mon point de vue et celui d'un certain nombre d'experts que j'ai déjà entendu s'exprimer sur la question, non, la fonction RH évolue. Effectivement, la dimension RH d'un manager
prend de l'ampleur pour être plus proche de son collaborateur, surtout dans les grandes organisations, parce que c'est ce qui a pêché avec les grosses pyramides hiérarchiques. On avait beaucoup moins de proximité entre les RH et les collaborateurs. C'est pour ça que les managers ont pris une partie de la dimension RH, mais aujourd'hui, là, tous les sujets dont on est en train de parler, il faut des fonctions spécialisées, il faut prendre du recul, il faut faire de l'analyse d'indicateurs, de l'analyse globale. Donc, de mon point de vue, mais c'est vraiment un vaste sujet qui porte à débat. On est encore loin de la disparition de cette fonction, surtout à l'heure où, avec la transformation digitale, la fonction RH a un rôle stratégique à jouer. On l'a dit, on l'a répété, et je le répète encore. C'est d'ailleurs la conviction aussi de beaucoup de RH. Aujourd'hui, ils ont un rôle encore plus stratégique que jamais, voire on reconnaît le rôle stratégique qu'ils ont dans l'entreprise, à l'opposé de la vision traditionnelle de la fonction RH où on considérait qu'elle servait à faire de l'administration du personnel. On est maintenant vraiment, vraiment loin de cette vision dans les entreprises. Du coup, Innership. Oui. Alors, mais ça a dû être évoqué. Peut-être qu'Irina pourra nous le repréciser. Innership, c'est vraisemblablement une solution américano-canado-française qui permet aux professionnels de se construire un projet professionnel et de mobiliser des collaborateurs ou des tiers pour construire ensemble ce projet professionnel. D'accord. Je ne saurais en dire plus, mais en tout cas, merci Irina, ça me permet de faire un peu de veille. Je ne les avais pas identifiés. Alors, il est 12h25, donc on va prendre une dernière question. Je vois Odd qui demande si les managers sont déjà partenaires de la fonction RH. Qui affirme que les managers sont déjà partenaires de la fonction RH, effectivement, mais comment les RH doivent les accompagner et les impliquer? Alors, moi, je te laisserai compléter, mais c'est vrai que dès qu'on change un process ou une approche RH, aujourd'hui, on oppose deux styles. Il y a le style, on dit top-down, c'est les RH qui définissent le nouveau process, la nouvelle approche, voire le nouvel outil. Et puis, il y a l'approche, on dit bottom-up, c'est construit par la base, par les collaborateurs eux-mêmes. C'est un peu l'approche 365. On essaye de faire un peu le diapason entre les deux, mais en tout cas, on est plus bottom-up que top-down. Et souvent, on oublie le middle, entre le top et le bottom, il y a le middle, et du coup, c'est le management. Et on les informe au dernier moment en disant, bah voilà, ton entretien annuel d'évaluation va changer, tu vas devoir faire ça comme si. Il faut faire l'entretien professionnel. Il faut faire l'entretien pro. À la fin de chaque mission, tu vas devoir faire un 360, organiser ça avec tes collaborateurs. Donc, partenaire de la fonction RH, oui, mais en général, il n'est pas informé en premier de ce qui se fait. Et c'est ce qui pêche souvent quand on déploie une solution, quand on change. On dit souvent qu'on n'accompagne pas très bien les managers. Nous, dans notre optique de diffusion de notre solution, on travaille avec des ambassadeurs dans l'entreprise qui sont parfois des managers, pas forcément, qui sont en tout cas les plus assidus sur l'usage, c'est comme ça qu'on les identifie, et du coup qui peuvent avoir un rôle de guidant et d'animation un peu transverse. Après, ça n'empêche que si la solution ou la nouvelle approche n'est pas vraiment liée à une amélioration de son activité business quotidienne, le collaborateur manager va avoir du mal à être embarqué. Donc c'est ça la clé pour nous, c'est de permettre au manager d'y voir son intérêt, enfin dire que c'est pour son business à lui, son activité dans son périmètre avec son équipe, que cette nouvelle approche va avoir un intérêt. C'est le cas pour nous de l'approche temps réel sur les activités quotidiennes de l'entreprise, puisque le collaborateur, le manager, lui, il a un objectif business qui est concret, c'est de produire tel projet, c'est de sortir, d'organiser tel événement, c'est de produire autant, de rentrer tant de clients par mois, enfin c'est des choses très concrètes. Si on lui dit qu'on arrive à piloter efficacement et à engager ses collaborateurs efficacement sur ces objectifs-là, excusez-moi, et bien alors il est mobilisé et du coup il est partenaire de cette démarche RH qui est en train de s'installer. Ouais. Et alors moi j'ai une petite partie de la réponse à adopter, moi dans mon expérience, dans mes expériences précédentes sur la formation, donc l'un des domaines RH, sur beaucoup de projets de formation pour soit des collaborateurs, soit des managers, les entreprises qui réussissaient bien ce déploiement impliquaient les managers dès la réflexion du projet,
Aujourd'hui, si je devais être caricatural, il y a un certain nombre d'entreprises qui font leur plan de formation, puis après qui échangent avec d'autres services. Alors, profitons de l'opportunité du digital qui permet souvent de communiquer, d'informer de manière plus rapide, plus efficace, pour impliquer les managers dans ces décisions, dans ces projets. Alors ce que je dis, c'est presque une évidence, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Pour autant, c'est encore quelque chose qui fait défaut. C'est pour ça que je me permets d'ajouter cette précision. Voilà, bah écoute, on arrive au terme de cette dernière visioconférence, donc merci Loïc d'avoir accepté de répondre aux questions, d'apporter ton regard complémentaire sur ce sujet. Le dernier module qui est sur la gestion des compétences, vous l'avez bien compris, c'est un sujet qui est assez vaste, c'est un sujet qui est impacté par le digital, peut-être de manière un petit peu plus invisible, ou la formation, on entend parler des formations en ligne, le recrutement, ça fait longtemps qu'on parle de LinkedIn, de l'évolution des procédures de recrutement, et pourtant, la gestion des compétences, le développement RH, c'est ça, c'est la vraie mission au final des services RH, c'est faire évoluer les compétences des collaborateurs dans l'entreprise au service de la performance de cette entreprise. Donc là, on est un peu au début d'un mouvement qui est pas prêt de s'arrêter. Pour illustrer ça, nous on dit souvent que travailler sur l'expérience candidat, parce qu'on parle beaucoup de ça, il faut que l'expérience candidat soit mobile, collaborative, interactive, et qu'elle soit dans les workflows du candidat. En gros, qu'il l'ait dans la poche, qu'il reçoive des mails pour se faire recruter dynamiquement. Si l'expérience candidat est très bonne, mais que l'expérience employé et collaborateur est pas bonne, sur les mêmes bases, hein, ni digital, ni social, ni... finalement, on fait beaucoup de boulot en amont, on investit beaucoup, mais on ne concrétise rien derrière, donc c'est un peu gâché. Donc nous, on est pour une amélioration globale par le digital de l'expérience collaborateur. Et dans ce contexte, pour conclure, c'est aussi ce qu'on vous dit en conclusion du module, vu qu'il y a beaucoup de choses à faire, à inventer, il faut profiter aussi du fait que le digital permet de tester à petite échelle, sans engendrer beaucoup de coûts, pour voir comment ça fonctionne dans l'entreprise en fonction de la culture, en fonction des collaborateurs, en fonction de beaucoup de données, du contexte économique de l'entreprise aussi, pour savoir ce qu'on pourra déployer à grande échelle, plutôt que d'imaginer un projet pendant 18 mois, puis de le déployer dans toute l'entreprise, où là on peut tester sur des petits groupes, avoir rapidement de la remontée d'informations, et avoir des indicateurs sur le retour sur investissement de ces actions, et donc on peut prendre des décisions en connaissance de cause. Et vu qu'on est sur un domaine incertain, c'est vraiment un des moyens de procéder pour commencer une stratégie digitale de gestion des emplois et des compétences. Voilà, dernier propos donc sur la fin de ce MOOC. La semaine prochaine, donc lundi, sera mis en ligne l'examen final, donc que vous pouvez passer si vous souhaitez obtenir le certificat de réussite. Au début de la visioconférence, donc je vous expliquais un petit peu comment étaient répartis les points. Cet examen final, il sera composé de environ 80 questions, dont certaines ressembleront aux questions que vous avez déjà vues dans les quiz. Il y aura des nouvelles questions. Les réponses à ces questions sont dans l'ensemble des ressources du MOOC. Vous aurez un certain temps pour faire cet examen. On vous donnera toutes les précisions en temps utile. Vous aurez toutes les informations avant de pouvoir démarrer cet examen. Et évidemment, le temps sera suffisant pour que si vous souhaitez aller consulter une ressource, faire une recherche sur Google, parce qu'on va évoquer tout un tas de sujets, on a eu quelques questions là-dessus. Utilisez le principe de l'examen, il est un peu dans l'esprit digital de ce MOOC. On n'est pas dans une logique où il faudrait tout apprendre par cœur, tout ce qui a été dit, et puis le remettre dans des questions. Le but, c'est qu'à la fin de cet examen, vous ayez consolidé des connaissances que vous aviez déjà, en allant chercher des réponses que vous appreniez encore, et puis si vous obtenez suffisamment de points, évidemment, on sera ravi de remettre un certificat de réussite dont vous pourrez vous prévaloir sur LinkedIn, puisqu'il reconnaît les certificats de MOOC auprès de votre futur employeur, de votre employeur actuel, pour partager sur cette expérience. Après, vous serez libre d'en faire ce que vous voulez. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.